tourbillon m'a enfin rattrapé. Je le laisse m'envelopper. Une fois dedans, tout change. Je devrais penser à mon père, à ma mère, à mes sœurs. Mais c'est pas à eux que je pense en vrai. C'est à Edmond, à ses épaules, à ses mains autour de ma taille, à son regard dans mon regard, qui est plus qu'un regard à lire. L'histoire change. Elle en finit pas de couler. Je fais rien pour, elle file entre mes doigts. Elle devient ce qu'elle a toujours été. La véritable histoire, celle à laquelle j'ai pas voulu croire, jamais voulu croire. Tout me revient dans le tourbillon. C'est facile. À l'intérieur, on est tous les deux, Edmond et moi. On peut enfin dire les mots qui comptent et faire les gestes qui comptent, en plus des regards. Et finalement, il n'y en a pas besoin de beaucoup, des mots. Et des gestes importants, ceux qui se laissent aller sans résistance. Je me suis jamais sentie aussi vivante. Si j'ai tenu bon jusqu'à maintenant, c'est sûrement pour revenir à cet instant que je m'étais volée sans le savoir. Edmond me tient en l'air. Il me dit qu'il peut me porter éternellement. Je lui souris. Le dos collé au flanc d'Artémis, je réponds que c'est tout ce que je souhaite, que j'en suis certaine. Et puis il me fait descendre. J'ai pas la sensation de toucher le sol. Je sais que mes pieds le toucheront plus jamais de la même façon. Et je le dois à cet homme qui penche son visage sur le mien. Je vois même pas ses yeux. Je sais ce qu'ils disent. Edmond m'embrasse. Je l'embrasse. Et on s'embrasse. J'ai jamais fait ça avant, c'est simple. Il me semble que j'ai toujours su. Et tout ce qui suit aussi, je l'ai toujours su, toujours voulu. On est serrés l'un contre l'autre, comme si on voulait broyer nos deux cœurs pour qu'il en reste qu'un seul. Et on le sait même pas quand ça arrive, on se pose même pas la question, tellement c'est l'évidence. Nos bouches réunies pour la première fois, c'est comme le premier vol d'oies sauvages au printemps, avant que le ciel se remplisse d'oiseaux qui s'en vont là où ils doivent aller depuis toujours, là où il y a du soleil. L'écurie, c'est rien d'autre qu'un pays de ce genre où il fait beau et chaud. En vrai, ce pays, on sait qu'on l'a atteint quand les bouches suffisent plus. Edmond m'allonge sur la paille. Artémis bouge pas. J'entends sa respiration au début, et puis je l'entends plus. Tout ce que fait ensuite Edmond, je le fais aussi, avec l'assurance d'un de ces oiseaux qui sait où se termine le voyage. Cette paille dorée à l'odeur de brûlé. Je sens même pas son poids sur moi. Je sens plus que son odeur, ses mains, ses lèvres, sa peau. Je le ressens, lui. J'ai jamais été aussi heureuse, aussi sûre de savoir ce que je veux, ce que je suis, puisqu'il m'en donne l'occasion. Je le pense si fort que je le lui dis en vrai. Il me répond que lui aussi est heureux. Ou peut-être que je l'imagine, que c'est rien qu'un écho dans son souffle. En tout cas, ses yeux et ses gestes mentent pas. Il retire ce qui le gêne pour qu'on soit encore plus près. Tellement près qu'on sait même plus ce qui appartient à l'autre. C'est simple. Et puis quelque chose me déchire doucement. Quelque chose que j'accepte dans mon corps comme si c'était une partie de moi qui me manquait et que je ne savais pas avant ce moment-là où la fille que j'étais devient une femme. J'ai pas mal. J'ai confiance. Le temps est ailleurs. Edmond s'arrête pour me regarder. Je pleure de bonheur. Il recommence à bouger, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Puis il se raidit comme un bout de bois et se détend, plusieurs fois de suite. Je sais qu'il m'offre quelque chose. Je le reçois, même si je sais rien de ce qu'il m'offre en vrai. Je sais même pas quoi lui offrir en retour, à part la lumière qui jaillit en sens inverse de lui par mes yeux grands ouverts. Ma manière de le remercier pour tout ce que j'ai cru pas être la réalité, jusqu'à ce que je me retrouve dans le tourbillon, que je le retrouve, qu'on se retrouve. La seule réalité, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle de demain, celle de toujours, celle de cette vie et celle d'après cette vie. Je sais pas pourquoi je suis retournée dans le tourbillon avec Edmond, ni à quoi ça sert d'être de nouveau réunis, de savoir le vrai. Mais il me semble que c'est l'essentiel de ma vie. On regarde le monde tourner et pas nous. Le temps s'est arrêté dans le tourbillon. Le temps, c'est rien que de la soustraction depuis qu'on est.
comme sur le cahier de mon père, et on n'en a même pas conscience tant qu'on n'est qu'une enfant. Une enfant qui bascule dans la femme. C'est ce que je suis redevenue dans le tourbillon. Une enfant qui regarde la femme posséder le temps. Une femme qui s'aventurera jamais plus loin que la vérité du tourbillon. Ce moment où tout aurait pu commencer, si le moment qui a suivi n'avait pas tout détruit. Gabriel. Je restai prostré de longues minutes après avoir terminé de recopier le journal de Rose, un doigt posé sous le dernier mot écrit de sa main. Détruit. Mon sang figé dans mes veines et dans mon cœur, comme à chaque fois que je le lisais. Je me mis à gratter la feuille avec l'ongle, sans raison, comme pour enlever une croûte sur une cicatrice, ne réussissant qu'à faire baver l'encre. J'appuyai alors l'extrémité de mon doigt de toutes mes forces pour effacer le mot. Des hordes barbares chargeaient dans ma tête. La pulpe blanchie par la pression. Il me fallut du temps avant de réaliser que je ne rêvais pas. La sensation d'un relief sous le papier, une infime excroissance. Puis, la sensation finit par disparaître, et lorsque je retirai mon doigt, je découvris une trace exsangue et rectiligne incrustée sur ma peau. Ce que j'avais cru être le dernier mot écrit par Rose. Ce que je n'avais jamais remarqué avant cette ultime lecture. 2 pages plus loin, il y avait une feuille arrachée, pliée en 2, soigneusement coincée dans le cahier. Je l'ouvris. Il s'agissait bien de l'écriture de Rose, mais elle avait un peu changé, plus hésitante, plus lâche, comme si sa main épuisée avait abandonné les mots sur le papier pour les laisser mourir en paix. Ses véritables derniers mots. Rose. 14 ans que je suis enfermée dans l'asile. 14 ans que je m'étais juré de plus écrire. La conteuse est morte dans la nuit. C'est ce qui m'a fait changer d'avis. Jenny m'a annoncé la nouvelle ce matin. Elle avait pleuré juste avant. Elle voulait pas parler plus. Je lui ai pas posé de questions. Elle est repartie de suite. J'imagine qu'elle venait de retourner en enfance et que ça lui faisait pas du bien. Des semaines que je voyais plus la conteuse dans la cour. En vrai, je sentais qu'il s'en passait de drôle avec elle, sans vouloir croire le pire. J'ai eu beaucoup de peine sur le coup. Mais en vrai, je suis soulagée qu'elle ait enfin trouvé le moyen de s'évader vraiment. Là où elle est rendue à cette heure, elle a plus besoin de compter, vu qu'elle est arrivée au bout de son compte. Ça change quelque chose qu'elle soit morte. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je sais quoi. Peut-être parce qu'elle s'appelait Rose elle aussi, qu'il y avait une part de moi que je reconnaissais dans cette femme, en plus de son prénom. Je sais pas si elle a décidé seule de partir, si elle a trouvé un moyen et la force pour le faire. Je veux surtout pas savoir. Elle m'ouvre la voie. Je veux juste la suivre maintenant. J'ai plus rien à dire, à défendre, à espérer. Il n'y a plus lieu de résister. Je l'entends dans ma tête. 14 ans, 5110 jours, 122 640 heures. 14 ans que je tiens le coup. J'aurais pas cru durer aussi longtemps. Il faut reconnaître que le corps, c'est une mécanique qu'on peut pas arrêter facilement, à moins qu'on veuille se damner. Et moi, j'ai jamais voulu prendre ce risque. J'ai trop souffert dans cette vie pour risquer de tout perdre dans celle d'après, si jamais elle existe, ailleurs et autrement. On sait jamais. N'empêche, j'ai tenu tout ce temps sans virer folle, rien qu'en m'enfermant dans le tourbillon. Ça doit emboucher un coin au docteur, lui qui pensait que j'allais mourir parce qu'il me le demandait, juste parce que ça l'arrangeait. Seulement voilà, y a qu'en tuant les gens qu'on peut décider du moment de leur mort. Je crois bien que c'est la seule limite qu'il a pas osé franchir, une frontière comme il disait. Tuer quelqu'un de ses propres mains, voilà une chose qu'il a jamais dû faire.
Sûrement un restant de ce qu'on lui a appris aux écoles pour docteur. 14 ans. Mon petit aurait 14 ans aujourd'hui. Il doit bien les avoir quelque part, mais je suis pas avec lui pour le regarder les avoir. Le temps a passé vite. En vrai, ça dure pas bien longtemps, une journée qui se répète pour rien. Je préfère la nuit. Quand j'en ai pas assez, je garde les yeux fermés une partie du jour. Tout se ralentit dans l'obscurité, vu qu'il y a rien qui indique le temps si on n'a pas de pendule. Et il y en a pas dans ma chambre. Juste la cloche qui sonne dehors. Mais je l'ai perdu depuis longtemps, ce compte-là. C'est pour ça que j'aime la nuit. Parce que le temps peut s'accrocher nulle part. La nuit, la porte est grande ouverte au bruit. Je m'endors toujours avec le même sifflement continu qu'au début je prenais pour du silence et qui est pas non plus du bruit. Mais t'as vu que ce que j'entends, c'est la respiration de l'âme en train de trier le vécu pour fabriquer des souvenirs qu'on a même des fois jamais vécus, mais qu'on finit par admettre comme des vérités. Le corps a pas son mot à dire dans ces moments-là. Je crois même qu'il sait pas que l'âme existe. Sinon, depuis le temps, il aurait trouvé un moyen de lui faire arrêter de respirer pour se sentir un peu plus vivant. L'âme, c'est pas ce qui reste quand on est mort, c'est ce qui s'en va quand il reste plus rien à ranger. Et moi, pendant les 14 années qui viennent de s'écouler, j'ai apprivoisé mon âme. Elle est devenue mon amie de la nuit, le cœur immobile du tourbillon qui bat au ralenti, comme le mien, comme celui de mon petit il y a 14 ans. Des fois, le jour, je peux pas m'empêcher d'imaginer à quoi il ressemble aujourd'hui, ce qu'il fait. La nuit, jamais. La nuit, il change pas. Il est mon petit à moi, avec moi, encore relié à moi, tout dégoulinant de moi. Mon petit, sorti de mon ventre, il y a 14 ans. Peut-être qu'on a des pouvoirs et qu'on ne sait pas si on n'y réfléchit pas, si on fait pas attention aux signes. Hier au soir, je me suis pas endormie avec le sifflement coincé entre les oreilles. Il y avait rien que le silence, un silence terrible, vide de bruit, vide de sommeil, vide de mon âme qui jusque-là m'avait toujours épargné l'anniversaire de mon petit. Si j'avais dû devenir folle, ça aurait été cette nuit. Et ça serait d'ailleurs peut-être arrivé si je m'étais pas mise à compter les années, les jours, les heures, pour la première fois, sans raison. La raison, je la comprends maintenant que je suis rendue au bout de ma route, par la grâce d'une autre qui me libère des jours à venir. Mon âme est enfin prête à suivre cette femme que j'ai jamais pu aider à vivre mieux, et qui, en mourant, va m'aider à partir. Je reviendrai pas sur ma décision. J'écrirai plus une ligne après ce soir. Je voudrais pas me reprocher de pas avoir su m'arrêter à temps. Peut-être bien que je vais la garder pour moi, cette feuille. J'en sais rien encore. J'ai jusqu'à ce soir pour décider. Parce que ce soir, je vais faire un cadeau empoisonné à Jenny. Elle a jamais voulu prendre mes cahiers. Mais tout à l'heure, je vais pas lui laisser le choix de pas les emporter. Elle en fera bien ce qu'elle voudra. Ça me regardera plus. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de retourner dans le tourbillon de la nuit pour plus jamais en sortir. D'aller retrouver la conteuse. Et surtout mon petit. Edmond. Bon Dieu. Alors ça y est, t'es parti de l'autre côté. T'en as jamais été bien loin en vérité. Je t'en veux pas, tu sais. Je t'en ai même jamais voulu de ce que t'as fait. J'ai pas eu le temps de te le dire avant qu'il t'enferme. J'ai jamais pu trouver les mots, même pas les penser. Je crois que je comprends pourquoi tu l'as fait. Je dirais pas que c'est du courage que t'as eu. Bon Dieu. Non. C'est autre chose. Des fois, on fait ce qu'il faut faire, juste parce que c'est ce qui doit être fait pour que la barque continue d'avancer avec moins de gens dedans. C'est la barque qui est importante, pas les passagers, faut croire. Avant que tu meures, j'osais pas te parler dans ma tête, mais je pensais souvent à toi. Au début, à toi, avec le marteau dans la main, à ton regard sans un brin de lumière dedans.
Je me souviens de tes yeux grands ouverts, comme si c'était hier. Tellement grands que j'avais pas l'impression que c'était des yeux, mais des trous. Tout ça, c'est du passé. Maintenant que t'es libre, c'est plus cette femme que je vois. Celle à qui je parle, c'est une autre, qui a pas des trous noirs à la place des yeux, qui a pas non plus de marteau dans la main, qui jette du feu quand elle me regarde. Je sais pas laquelle des deux me fait le plus de mal. Mais c'est la dernière que je veux garder. Bon Dieu. Tu sais, j'ai tout essayé pour te revoir, même d'escalader les murs. Je me suis fait prendre. Ils m'ont toujours empêché. Je les ai maudits pour ça. Ils disaient qu'ils te feraient du mal si j'insistais encore. J'aurais jamais dû les écouter. Ils m'ont toujours fait comprendre que j'étais personne. Y a rien de pire. Quand on est personne, on obéit. Pour elle, j'étais moins qu'un de ces vers en cristal, et pour lui, moins qu'un de ces chiens en définitive. Juste une erreur à haïr. Et bon Dieu, j'ai fini par le croire. Même quand la petite est arrivée, j'ai pas été capable de devenir meilleur. J'en avais pourtant l'occasion. Je suis resté l'erreur qu'ils avaient fabriquée. J'ai jamais eu le courage d'en finir après. Même quand la petite est morte, j'ai pas eu ce courage. Maintenant, je suis vraiment seul. Il va bien falloir que je trouve le courage. Toute ma vie, j'ai failli être un homme. Gabriel. Je ne dormis pas de la nuit, réfléchissant à ce que j'allais faire. Je réveillai le sacristain à l'aube afin qu'il m'aide à préparer l'attelage. Mon empressement le surprit. Il me demanda où je voulais qu'il me conduise. Je répondis que je lui indiquerais la route au fur et à mesure, ne sachant pas encore à quel endroit j'irais en premier lieu, au domaine des forges ou à l'asile. Nous quittâmes le presbytère en prenant la direction de la forêt. Après quelques minutes, nous nous enfonçâmes sous les frondaisons. Je ne sais si ce fut l'air me fouettant le visage, les cahots de la voiture ou bien mon propre jugement qui cheminait, mais je sus alors à qui je devais d'abord parler. Lorsque j'aperçus la flèche de la chapelle de l'ancien monastère, je résistai sans mal à la tentation de m'y rendre. Je détournai le regard et nous dépassâmes l'asile. Le temps viendrait. Il fallait encore faire une dizaine de kilomètres pour rejoindre le domaine des forges, là où, je l'espérais, habitait encore Edmond, à n'en pas douter, l'homme du cimetière. Car, outre le docteur, lui seul était en mesure d'éclaircir les zones d'ombre qui subsistaient dans le journal de Rose. Par le passé, je n'avais guère eu l'occasion de m'aventurer aussi loin, ayant suffisamment à faire dans ma paroisse. Nous arrivâmes bientôt à l'embranchement près de la rivière, tel que le décrivait Rose. Un chemin montait à main droite en direction de la forge et un autre sur la gauche devait déboucher au domaine. D'un geste du bras, j'indiquai la droite à Charles. Je suppose que j'avais encore besoin de me convaincre que tout cela était réel avant de rencontrer Edmond. Nous empruntâmes le sentier pentu qui allait en s'étrécissant, puis rejoignîmes l'entrée de la forge. Il y avait un portail, dont l'un des battants était dégondé dans sa partie supérieure, et le squelette rouillé d'une enseigne gisait au sol. Je demandai au sacristain de m'attendre là. Je descendis, puis pénétrai dans une vaste cour envahie de hautes herbes, délimitée pour une moitié par un haut mur d'enceinte délabré, et pour l'autre par un bâtiment en aile. L'endroit était d'autant plus sinistre que je savais qu'un homme y avait été mis à mort de sang-froid. La lourde porte donnant sur la forge était fermée. Il me fallut utiliser une barre de fer rouillée qui traînait sur le sol pour parvenir à la faire coulisser sur son rail. Il n'y avait plus un seul outil à l'intérieur,
rien qui pût attester de l'utilité du lieu, hormis l'immense établi, le foyer et le soufflet, dont il ne subsistait que les parties métalliques tordues, comme si on s'était acharné dessus. La forge avait visiblement été pillée. Je me demandais alors pourquoi les voleurs avaient pris soin de refermer la porte, à moins que ce ne fût quelqu'un d'autre qui l'eût refermée, plus tard. Cette question, a priori sans véritable objet, me taraudait pourtant. Je restais un long moment devant le foyer, à fabriquer les images d'un drame. Rose, marquée au fer, attachée au pied de l'établi, pendant que le maître de forge réduisait le corps de son père en poussière à coups de marteau. Une odeur immonde flottait alentour, véhiculée jusqu'à mes narines par la vision que je venais d'avoir. Mes mains tremblaient, et je dus sortir en hâte. Je rejoignis la voiture, montai sur le siège sans un mot. Charles me jeta un coup d'œil interrogateur. Je ne réussis qu'à faire un signe de la tête, et nous nous éloignâmes de ce lieu maudit en prenant la direction du domaine. Passé la grille ouverte qui donnait sur un parc à l'abandon, nous découvrîmes une imposante bâtisse à la façade recouverte de lierre et bordée de ronces gigantesques. Le château. Des ardoises avaient glissé du toit et s'étaient écrasées sur les marches de l'escalier. Plus personne ne vivait ici depuis longtemps. Les lieux étaient fidèles à la description que Rose en faisait dans son journal. Je l'imaginais à la merci du maître et de sa mère, me demandant aussi ce que la vieille dame était devenue. L'atmosphère pesante semblait même atteindre Charles, qui triturait nerveusement les rênes en fixant les bâtiments annexes. Je descendis de voiture, marchai vers le château, puis gravis les marches qui menaient à la porte d'entrée. Elle était fermée à clé. Je fis le tour de la bâtisse, me frayant un passage entre les broussailles et les ronces pour tenter de trouver une issue qui ne fût pas condamnée. Contrairement au château, les dépendances étaient encore visitées, à en juger par les accès dégagés et les herbes piétinées. Une écurie, bien sûr. J'hésitai un instant devant la porte fermée au verrou, puis entrai. L'odeur des chevaux était encore prégnante. Je crus que mon imagination me jouait à nouveau des tours lorsque j'entendis un ébrouement, mais je ne rêvais pas. Il y avait bien un cheval qui m'observait majestueusement depuis l'une des stalles, son râtelier empli de fourrage frais. J'eus alors la sensation que le temps était aboli, que j'entrais dans le tourbillon avec Rose, que je n'avais d'autre choix que de suivre ce mouvement, avec l'impression d'étouffer une fois à l'intérieur, comme si je violais un passé qui ne m'appartenait en rien. Je ne sus combien dura la catharsis, mais lorsque je recouvrais mes esprits, j'eus la certitude de ne pas m'être trompé en me rendant au domaine. Le cheval ne pouvait appartenir qu'à un seul homme. L'allée se poursuivait entre le pignon de la maison et les dépendances, puis évoluait en un simple chemin de terre battue au bout de quelques mètres. Tout en longeant un jardin cultivé, j'aperçus un filet de fumée s'élever dans le ciel rougi par le soleil matinal. Je continuais de descendre. J'arrivai bientôt en vue d'une maison basse au toit de chaume bruni. L'homme rencontré au cimetière se tenait debout sur le palier. Il me regarda approcher, sans bouger. On aurait dit qu'il m'attendait. Lorsque je fus suffisamment près, je découvris plus de curiosité que de contrariété dans son regard. Les prémices d'un sourire se figèrent au coin de sa bouche, comme s'il voulait se donner une contenance. Je n'avais aucun doute quant à son identité. « On dirait que vous vous êtes perdu, curé. Vous le pensez vraiment ? J'ai autre chose à faire que penser. Vous êtes Edmond, n'est-ce pas ?» Le rictus disparut instantanément au coin de sa bouche. « Qu'est-ce que vous me voulez ? Je sais que c'est votre femme que j'ai enterrée l'autre jour. » Tout son corps se raidit. Il serra les poings et les mâchoires pour maîtriser l'emportement qui le guettait. « J'ai pas envie de vous écouter. Je ne vous veux aucun mal, je suis simplement là pour vous parler de Rose. » Son regard était empli de doute, mais il ne prit pas le risque de parler. « Rose, la jeune fille qui travaillait pour le maître de forge, ajoutai-je.
Il gifle à l'air d'un revers de main. Mensonge, vous n'avez pas pu la connaître. Je ne l'ai jamais rencontrée, c'est vrai, mais je connais en partie son histoire. Elle l'a écrite dans un journal. Je vous crois pas. Vous êtes le demi-frère de l'ancien maître de forge, empoisonné par Rose avec de la mort au rat. Cette même Rose que vous avez fait monter sur le dos d'une jument nommée Artémis dans l'écurie. Vous appeliez la mère de Charles la reine-mère. Dois-je continuer? Ses épaules s'affaissèrent. On aurait dit qu'il s'enfonçait dans la terre. Le docteur, c'est lui qui vous envoie pour me faire virer fou, hein? C'est lui. Non, ce n'est pas lui. Je ne vous mens pas. Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je suis aussi au courant pour l'enfant de Rose. Qu'est-il devenu? L'enfant, répéta-t-il, hagard. Son buste pivota légèrement, mais ses pieds ne bougèrent pas, comme si une demi-part de lui eût voulu entrer à l'intérieur de la maison et que l'autre en fût incapable. Vous savez vraiment rien de plus? Non. Le journal de Rose se termine lorsqu'on lui retire son enfant. Edmond hésita encore un instant, puis, s'apercevant probablement qu'il n'avait plus à se méfier de moi, il se mit à parler. J'eus alors la sensation d'extirper des aveux d'un cercueil. C'était des mois après qu'ils ont emmené Rose à l'asile. Un matin, je suis monté au château, comme d'habitude. Quand je suis entré dans la cuisine, il y avait cette femme que je connaissais pas. Elle n'a pas eu le temps de me dire qui elle était. J'ai entendu des voix au-dessus de ma tête. Je me suis précipité à l'étage. La reine-mère et le docteur étaient dans la chambre de Charles, autour d'un berceau, et dedans il y avait un bébé qui s'agitait en couinant drôlement. L'héritier de Charles, le fils de Rose, qu'ils m'ont dit. Je savais plus où j'en étais. J'ai demandé comment allait Rose. Le docteur m'a dit qu'il me répondrait plus tard, mais qu'il fallait d'abord que je l'aide à mettre Marie dans son cercueil. Edmond se tut brusquement, comme sous le coup d'une révélation. Bon Dieu, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Vous me mentez depuis le début, curé. Non, je ne vous mens pas, je vous l'ai dit. Après l'enterrement de Marie, le docteur m'a avoué que Rose avait pas survécu à l'accouchement. Et vous me dites que le journal s'arrête quand on lui retire l'enfant. Comment vous expliquez ça? Ce n'est pas moi qui vous ai menti. Rose n'est jamais morte en mettant son enfant au monde. Il recula. Son dos buta contre le mur. Son corps tout entier n'était qu'un tremblement. « Elle serait vivante alors ?» dit-il. « Je n'en sais rien, mais il est possible qu'elle soit encore enfermée à l'asile. » Il posa sur moi un regard plein de détresse. « On ne peut pas rester sans rien faire, curé. » Notre chance, c'est que le docteur ne se doute encore de rien. Il se redressa en écrasant le vide entre ses doigts. Lui, je le tuerai. Je vais d'abord me rendre à l'asile pour m'assurer que Rose est encore en vie. Nous aviserons après. Il va vous embobiner. Il est malin. Il leva les bras, regardant ses deux poings serrés. Bon Dieu, je vais le tuer. Je trouverai un moyen, mais je vais le tuer. Faites-moi confiance. Pour le moment, nous n'avons pas le choix. Edmond ne protesta pas. Il savait que je représentais le seul espoir de revoir Rose. Vous ne m'avez toujours pas dit ce qu'était devenu l'enfant. Il me regarda, desserra les poings et se mit à parler, comme s'il était soulagé d'enfin raconter ce qu'il n'avait jamais dit à personne. J'ai toujours eu interdiction de l'approcher. La reine-mère et la nourrice le couvaient tout le temps. D'après le docteur, il était atteint d'une maladie de la peau. Même quand il a su marcher, il n'avait pas le droit de sortir jouer devant la maison sans surveillance. Toujours à l'ombre et couvert comme en plein hiver. Des fois, je restais de longs moments à l'observer en cachette. Ça me chamboulait de le regarder, parce que plus il grandissait, plus il ressemblait à Rose. Elles l'ont élevé jusqu'à l'accident. Il s'interrompit, avala de la salive.
Ce fut alors comme si un grand serpent, que je n'avais pas senti approcher, resserrait brutalement ses anneaux sur ma poitrine. Quel accident! Parlez, je vous en conjure. Un jour, il a réussi à leur échapper. C'est la nourrice qui m'a tout raconté après, étant donné que pendant ce temps je m'occupais encore de la forge. Je sais pas trop comment un gamin tout chétif a pu ouvrir la porte de l'écurie, mais il y est arrivé. Quand la vieille a entendu le chambard que faisaient les chevaux et qu'elle trouvait le petit nulle part dans la maison, elle s'est précipitée là-bas. Elle est entrée la première. Le gamin était allongé dans la stalle et le cheval était comme fou. La vieille a cru qu'il était gravement blessé, alors elle s'est portée à son secours sans réfléchir et le cheval l'a envoyé valdinguer contre le mur d'un coup de sabot. La nourrice est montée me prévenir qu'il était arrivé un grand malheur. J'ai couru jusqu'à l'écurie. La vieille était couchée sur le ventre, les cheveux tout poisseux de sang. Le petit bougeait pas sur la paille. Je suis vite entré calmer le cheval et je l'ai fait sortir pour l'attacher. Edmond se tut, balançant sa tête de droite à gauche. « Continuez, demandai-je, la peur au ventre. La vieille était déjà morte, le crâne fendu en deux, mais le petit respirait calmement. Il semblait endormi. Il avait une jambe qui faisait un drôle d'angle, alors j'ai pas pris le risque de le remuer. J'ai dit à la nourrice de rester là à le surveiller pendant que j'allais chercher du secours. J'ai galopé jusqu'à l'asile pour ramener le docteur. Quand on est revenu, le petit était réveillé. Il grimaçait sans se plaindre. La nourrice s'est écartée. Le docteur s'est agenouillé pour ausculter le gamin. Il a dit que sa jambe droite était sûrement cassée, que sa vie était pas en danger, mais qu'il fallait le transporter à l'hôpital. Je l'ai aidé à fabriquer une attelle avec des lithos et de la ficelle. De tout le temps qu'on a immobilisé sa jambe entre les bouts de bois, le petit a même pas crié. J'ai trouvé ça bizarre qu'il supporte autant la douleur. Ensuite, c'est moi qui l'ai porté dans mes bras jusqu'à la voiture du docteur, et puis ils sont partis. Tout en parlant, Edmond regardait ses mains ouvertes, comme si l'enfant allait apparaître à l'intérieur, par miracle, ou bien comme s'il ressentait encore le petit corps pesé dedans. « Qu'est-il devenu ensuite ?» demandai-je, maintenant soulagé de savoir que l'enfant en avait réchappé. Le docteur s'est pointé quelques jours après l'accident pour me dire qu'il se rétablissait doucement. J'ai jamais revu le gamin au château, ni ailleurs non plus. La vieille était morte. Vous savez où il a été emmené? Le docteur avait l'intention de le placer dans une autre famille, étant donné qu'il en avait plus de vrai pour s'occuper de lui. J'ai demandé ce qu'allait devenir le domaine, et il m'a répondu que je pouvais rester en attendant. Quand j'ai demandé en attendant quoi, il a souri bizarrement. J'ai senti qu'il me cachait quelque chose. J'ai eu beau essayer de le cuisiner, il n'a rien voulu me dire de plus. Que vous aurait-il caché? Je vous le dis, j'en sais rien. Je ne comprends pas pourquoi le docteur leur obéit depuis le début. Qu'a-t-il à y gagner? Tout ce que je sais, c'est que Charles lui aurait sauvé la vie en étranglant à main nue un chien-loup quand ils étaient gamins. Je vais bien croire que Charles en était capable, même à cet âge-là. Il en rigolait souvent devant le docteur, sûrement pour lui rappeler sa dette. L'autre, ça le faisait jamais rire. Il a encore la marque sur son cou. Rose avait vu juste, en remarquant la cicatrice du docteur, lorsqu'elle lui avait demandé si le maître l'avait marqué lui aussi. C'était précisément ce qu'il avait fait, d'une autre manière que pour elle. Pour autant, j'avais du mal à croire que l'explication d'Edmond suffise à faire du docteur l'âme damnée de la famille des Forges. Edmond ne me quittait pas de ses yeux, réduits à 2 rondelles claires évidées en leur centre. « Vous me trouvez lâche, curé ? Je ne vous juge pas. J'imagine que d'autres s'en chargeront. » Edmond était désemparé, pitoyable, en train de batailler avec sa conscience. « J'ai jamais rien fait dans ma vie dont je pourrais être fier, » ajouta-t-il. « Pourquoi êtes-vous resté ?» Il hésita un instant, puis
Comme s'il venait de trouver la réponse à une question qu'il ne s'était jamais posée, il dit « Je pensais qu'il reviendrait un jour. C'est chez lui, ici. » Je m'apprêtais à partir quand il tendit une main vers moi. « Curé ? » ?»« Oui. »« Rose, elle parle de moi alors, dans son journal. » J'hésitai un court instant avant de répondre. « Elle vous aimait. » Les mots étaient sortis de ma bouche sans vraiment y réfléchir. Les yeux d'Edmond ressemblaient désormais à des crachats sur une vitre sale, et ils clignaient à intervalles réguliers. Je n'aurais su dire s'il cherchait à en faire surgir quelque chose, ou si au contraire, il voulait empêcher ce quelque chose d'en sortir tant que j'étais devant lui. Sa pomme d'Adam monta et descendit le long de son cou, puis son regard se figea, suppliant. L'enfant. Bois veiné, perclus de cicatrices d'épines, sur lequel s'agitent des fourmis en quête de miella. Feuilles malades, tachetées de noir, feutrées de blanc, le vert dissous. Odeur des premières roses, si rare désormais. Une décennie que plus personne ne taille le vieux rosier grimpant qui lézarde la façade de l'écurie. Que celui qui le pourrait encore y a renoncé. D'abord, il reste à distance de la petite maison perdue tout au bout du chemin. Ne la voit pas, ne la devine même pas. Se laisse envahir par les odeurs et les ombres, bien avant les murs du château en route pour la ruine. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il n'a rien oublié des odeurs qui se déploient dans l'air, ces odeurs qui ne cessent d'alimenter le courant violent de sa mémoire, avec les couleurs aussi, qui s'amènent en grande pompe, comme lorsque, emmuré dans la grande bâtisse, il en percevait toutes les harmonies et imaginait les senteurs sous le seul regard du père mort, figé sur la toile, en l'absence de l'image d'une mère dont personne ne lui a parlé et à laquelle il n'a jamais cru. L'enfant qu'il fut, toujours habillé de long lorsqu'on lui permettait de sortir, si rarement, et toujours accompagné, surtout quand le soleil donnait, et cela, disait la vieille dame, pour ne pas brûler sa peau fragile. Gueule d'ange, pensait-elle en le regardant s'amuser de la fuite d'un insecte. Et elle se mentait alors, recherchant une ressemblance physique avec son propre fils, ou à défaut quelque attitude donnant l'illusion d'une véritable filiation, tentant aussi d'effacer ce qui ne pourrait jamais s'effacer, la marque de la disgrâce, si elle venait à être révélée au grand jour. Gueule d'ange, le portrait craché de sa mère. Les ruines disparues. Il marche dans l'allée, se dirige vers l'écurie. Voit l'enfant, ou plutôt une projection dérisoire expulsée de profondeurs qu'il n'a jamais osé sonder, autre chose que celle d'un lac froid et inhabité. Entre dans l'écurie, où il ne reste qu'un seul cheval qui semble l'attendre. Ouvre la porte de la stalle, s'approche lentement de l'animal, puis se tient face à lui et caresse longuement le chanfrein pour qu'il s'imprègne de son odeur, l'accepte, la reconnaisse. Il s'en va ensuite décrocher le licou suspendu à la grille et le passe autour de l'encolure du cheval. Ne bouge pas, debout, se laisse encore respirer, tenant la bride, ne cherchant alors plus rien qui ne fût déjà dans son souvenir, laissant venir et apparaître. Puis il sort, guidant le cheval, qui le suit au pas. Tenant toujours fermement la bride, non par peur de la lâcher, animé du simple désir de ne pas être tenté de rejoindre l'enfant, et d'ainsi arrêter sa marche, d'empêcher ce qui doit être, ce qui est. L'enfant n'en finit pas de s'éloigner, n'en finit pas de disparaître, n'en finit pas d'être ce qu'il a toujours été, cet enfant qui entre dans l'écurie, qu'il a reconnu sans le connaître, qu'il s'apprête à connaître enfin,
au milieu des ombres et des odeurs printanières, tenant la bride, se retournant simplement vers la façade du château sur laquelle se cramponne une forêt de verdure recouvrant même les volets à claire-voie, dont certains, dégondés, laissent entrevoir un peu de bois sec ressemblant à des fragments de peau morte. Tenant la bride. L'enfant sent les présences, d'abord celle de la vieille dame qu'il doit appeler grand-mère en toutes circonstances, et aussi celle de Suzanne, la nourrice. Elles n'ont pas encore remarqué son absence, car la maîtresse des lieux est en train de sermonner la servante pour une histoire de drap mal empilée dans une armoire. Il est trop tard lorsqu'elles s'aperçoivent de la disparition. Le pire déferle sous la chevelure de cendre, tenant toujours la bride. L'enfant a disparu. Elle court, dévale les marches au dehors. La vieille femme en tête crie le prénom de l'enfant. L'enfant, déjà couché sur la paille, les yeux fermés, nullement inconscient, jouant magistralement le dernier acte de la scène finale. Tenant toujours la bride. Lui, qui ne joue rien en cet instant vécu, n'est plus l'enfant. Écoute les cris se rapprocher. Et ce n'est pas une onde de choc. Autre chose, de plus violent, de plus frontal, comme si les sensations perçues venaient de recréer l'enfant d'avant l'accident qu'il ne peut empêcher, n'y songeant même pas. Car on ne change pas un destin comme on change de route, ou bien comme on s'arrête pour n'en prendre aucune, simplement ne pas continuer. Le cheval trépigne près de lui. Allongé sur le sol, il ne voit rien, entend tout. Les cris de la vieille dame, les hennissements, les claquements des sabots. Souriant. Jusqu'à ce bruit sourd, comme un pichet en terre cuite se brisant sur un sol dur. Quand la vieille se tait, il y a d'autres cris qui s'estompent, puis disparaissent au loin, tenant la bride. Moment de la libération. Les yeux clos, l'enfant remercie l'animal en silence, sans concevoir encore la mort de la vieille dame qu'il n'aura plus à nommer autrement. Remercie également le ciel et les puissances invoquées, promettant de leur léguer son existence terrestre, de les servir, de leur vouer une reconnaissance infaillible et éternelle qui ne sera jamais un effort, dans une extase bénie. Plus jamais l'enfant. Tenant la bride. Lui parvient le son d'une cavalcade maîtrisée. Pas de cris, quelques mots. Doux, tout doux. Bruit de sabots qui s'éloignent, puis de pas qui se rapprochent. Il ouvre les yeux. L'homme se penche, s'agenouille, retire sa veste et la roule pour la placer sous la tête de l'enfant mort, sous sa propre tête. Devenu vivant. Petit homme déjà. Les rayons du soleil bondissent par la porte ouverte, perforent l'écurie, la stalle, dissolvant le tissu de la chemise de l'homme, qui n'est pas l'homme au regard fiévreux peint sur la toile, pour qu'apparaisse en transparence la marque en haut du bras, ressemblant à la feuille crantée d'un chêne américain. La même marque qui se déploie sur sa peau juvénile, dissimulée sous l'épais chandail. De l'enfant mort à l'homme, muet. Ce qu'il a cru rêver et qui surgit en ce jour dans l'immobilité de son corps accroché à la bride, cette trace qui relie l'enfant à l'homme, lui à lui, fils né d'aucune femme, et non un autre. Tout ce qu'il devient, tout ce qu'il est. Il retourne à la voiture, griffonne quelques mots sur son ardoise, puis s'en va se cacher derrière l'écurie, tenant la bride. Cheval complice. Il entend bientôt les appels insistants de Gabriel, ne répond pas, attend que la voiture reparte, puis qu'elle s'éloigne. Il sort enfin de sa cachette, tenant la bride. Regard désormais fourbi en direction de la bicoque invisible, enchâssée dans la combe au bout du chemin, là où se trouve la vérité, là où il doit se rendre seul, sans pour autant renier le monde de l'Esprit Saint, car il sait désormais qu'il lui faudra bien accepter son humaine destinée avant de prétendre à l'infini d'une seconde.
Gabriel. J'aperçus la voiture, toujours garée dans l'allée du parc, mais nulle trace de Charles. Je l'appelai, sans résultat. La porte de l'écurie était ouverte. Je me précipitai à l'intérieur. Le cheval avait disparu. Je ressortis, appelant encore, puis je rejoignis la voiture. L'ardoise était posée en évidence sur le siège. Ne m'attendez pas, je rentrerai seul. Charles était donc parti à cheval sans raison apparente, lui qui ne m'avait jamais fait faux bond, qui n'avait même jamais pris la moindre décision.